Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Une réunion de 4 jours des juristes et autres spécialistes dans le domaine de l'environnement en provenance des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est se passe ici même à Kigali. Les partenaires dans la lutte contre la corruption se sont rencontrés ce mardi pour examiner les mesures à mettre en place pour lutter contre la corruption dans la ville de Kigali. Bienvenue encore une fois à ce journal. Des partenaires dans la lutte contre la corruption se sont rencontrés ce mardi pour examiner les mesures à mettre en place pour lutter contre la corruption dans la ville de Kigali. Rencontre organisée au cours de la semaine consacrée à la lutte contre la corruption dans la ville de Kigali qui a débuté ce 23 avril. Le maire de la ville de Kigali, Samuel de Sengi-Umva, a indiqué que c'est l'occasion d'examiner comment éliminer tout ce qui favorise la corruption tout en perfectionnant les services qui sont offerts à la population. Il a fait remarquer qu'il y a des voix de la population qui clament haut et fort l'existence de la corruption dans certains services et qu'on ne devrait pas l'ignorer, mais qu'il faut plutôt renforcer les mesures pour que ce fléau soit éradiqué. Le service de l'Ombudsman en charge de la lutte contre l'injustice a pointé du doigt certains services où la corruption est observée, notamment dans le service en charge de l'habitat, le service en charge du recrutement et de la gestion du personnel et celui en charge du fonctionnement des coopératives. Le service de l'Ombudsman exhorte les services concernés à multiplier les efforts dans la prévention et la sanction des crimes de corruption car ce fléau est la source de l'injustice. Des juristes et autres spécialistes dans le domaine de l'environnement en provenance des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale participent ici même à Kigali à une réunion pour examiner comment la préservation de l'environnement pourrait être faite conformément à la loi. Les détails avec Kassim Youssouf. La direction générale du groupe et d'appui aux experts du groupe africain des négociateurs sur le changement climatique indique que le temps est venu pour que les pays puissent s'appuyer à la loi pour préserver l'environnement. Les experts et les juristes de la communauté économique des États de l'Afrique centrale affirment que la ressource de base pour le développement des pays, c'est l'environnement, raison pour laquelle il doit être préservé de manière durable. Le commissaire en charge de la promotion de l'environnement et des ressources naturelles au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le docteur Honoré Tabouna, indique que les pays de cette organisation doivent avoir une vision très large et mettre en place des mesures solides pour la préservation de l'environnement. Vous le savez que nous sommes rentrés dans l'ère de l'économie, de l'environnement, notamment la protection de l'environnement. Il est maintenant question, avec l'élévation de la température, de protéger notre environnement. Et pour faire tout ce travail-là, parce que c'est énorme, et il y a donc des questions juridiques à prendre en compte, comme dans tous les secteurs économiques, socio-économiques, les secteurs même culturels. Mais il se trouve que dans notre sous-région, depuis que nous sommes sortis de la conférence de Rio en 1998, nous n'avons pas des spécialistes sur les questions, par exemple, des accords multilatéraux en matière d'environnement. Quand je dis spécialiste, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes qui nous accompagnent, mais nous voulons maintenant, vu les enjeux de l'environnement, vu la place qu'occupe l'Afrique centrale, qui abrite le deuxième massif forestier du bassin du Congo, nous devons avoir des véritables spécialistes. Et dans le cas de cette organisation, donc de ces spécialistes, de ces juristes, nous avons pensé que nous devons avoir ce réseau. Puisque nous sommes dans l'intégration, il faut que les gens soient ensemble, avoir ce réseau des juristes. Et pour démarrer, nous avons pensé que nous pouvons déjà faire cette formation. Parce que le réseau qui va être mis en place
et dont le siège sera ici à Kigali, aura entre autres pour mission d'aider les États à avoir des experts. Voilà pourquoi le siège qui va être ici sera au centre, au cœur d'un technopôle qui, dans ce technopôle-là, il doit avoir un centre régional d'excellence, d'innovation, de formation, de renforcement des capacités des juristes dans les différents secteurs. Si on prend les ressources minières, c'est vaste. Vous avez peut-être plus de 100 minerais. Il faudrait comprendre qu'on ait des droits de l'économie environnementale de chaque minerai. L'écotourisme, les montagnes, les fleuves, les savanes, les sources. Donc voilà pourquoi nous devons avoir des spécialistes. Parce que le bassin du Congo vraiment occupe une place importante dans la régulation du climat. Alors quel est le cadre juridique de tout ça? Donc c'est ça qu'on va faire ici. Donc ça c'est une première formation. D'après, il y aura des formations permanentes et il y aura des formations continues ici à Kigali. Cette rencontre se tient au Rwanda au moment où le gouvernement a franchi certaines étapes dont la promotion et la protection de l'environnement. La ministre de l'Environnement, le docteur Mujawamariya Maria Jeanne d'Arc, indique en effet que ces juristes vont beaucoup apprendre de l'expérience du Rwanda en ce qui concerne la mise en application des lois relatives à la préservation de l'environnement. Il est prévu que Kigali va abriter le siège du groupe des experts de cette organisation pour aider à examiner la mise en application des lois relatives à la protection de l'environnement dans les 11 pays membres. Au cours de ces 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, avec la 30e année de 2024, la diaspora rwandaise de Namur, de la région francophone de Belgique, Wallonie-Bruxelles, se sont rassemblés pour rendre hommage aux victimes de ce génocide, mais aussi assister à l'inauguration d'un mémorial dédié aux victimes de génocide de 1994 contre les Tutsis, avec la publication d'une stèle commémorative. L'événement a eu lieu au Moussa Africa, un musée qui présente l'histoire de l'Afrique. Les détails avec Patrick Nilidanti. Cette 30e commémoration à Namur, en région francophone Belgique, Wallonie-Bruxelles, a commencé par la découverte de la stèle commémorative dédiée aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en Belgique. Cet endroit a été offert à cette diaspora rwandaise de Namur afin qu'ils puissent rendre hommage aux victimes de cet horrible génocide contre les Tutsis qui a décimé plus d'1 million de personnes entre le 7 avril 1994 au 4 juillet 1994. De gerbes de fleurs ont été déposées devant cette stèle par des dignitaires belges, notamment la présidente de la Chambre des représentants belges, Eliane Tillier, Maxime Prévost, maire de Namur, mais aussi le chargé d'affaires en intérim de l'ambassade du Rwanda en Belgique, André Boukiana, mais également les membres de la diaspora rwandaise de Belgique. L'un des membres de cette diaspora a expliqué que ces lieux mis à la disposition de la communauté rwandaise leur permettra chaque année à venir s'incliner devant les victimes du génocide. Et nous avons pu ensemble nous réunir autour de cette stèle commémorative qui nous a été accordée et vraiment de pouvoir nous réunir en guise de mémoire de ce lieu symbolique où chaque année nous pourrons désormais à Namur nous réunir et honorer nos autres par notre présence. Namur revêt également une importance historique en tant que lieu de naissance de 10 casques bleus belges tués à Kigali en 1994 alors qu'ils assuraient une mission de maintien de la paix et qu'ils avaient été chargés de protéger la première ministre Agathe Uwingiyimana. Le maire de la ville de Namur, Maxime Prévost, a reconnu le rôle controversé de la Belgique dans les événements qui ont conduit au génocide perpétré contre les Tutsis, en indiquant que le monde et la Belgique avaient abandonné le Rwanda, laissant carte blanche aux tueurs Interahamwe pour commettre leurs atrocités sans témoin.
Il faut pouvoir reconnaître la responsabilité et les manquements dans le chef de la communauté internationale qui n'a pas été capable de pouvoir protéger adéquatement tout un peuple, pas été en capacité de réfréner ce mouvement génocidaire d'une barbarie inédite. Et la Belgique a évidemment sa part de responsabilité, notamment en ayant, dès 1931, contribué à ce que soit indiqué sur les documents d'identité le groupe ethnique auquel appartient chaque citoyen à l'époque. Il faut pouvoir regarder ce passé avec lucidité, avec courage, pouvoir l'affronter et en tirer leçons et force. Après une marche de mémoire, une soirée d'éveil a été organisée pour rendre hommage aux victimes de ces génocides contre les Tutsis avec des témoignages et des chants, des commémorations. Toujours en parlant de commémoration, à l'occasion de la sortie de son livre intitulé Les Fumées, carnet d'un procès pour génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, tenu en France en 2018, l'autrice française Natacha Nizik a organisé une rencontre littéraire au Centre culturel francophone ici à Kigali, accompagnée de la mise en voix de son texte par les artistes du centre Iliwa, le récit de Charlène Furaha. À l'époque, une artiste passionnée, Natacha Nizik, a assisté en 2018 au procès en appel en France de deux responsables du génocide perpétré contre les Tutsis, Tito Barahira et Octavien Genzi, deux anciens bourgmestres de la commune de Kabarondo, dans l'ancienne préfecture de Kibungo, actuelle province de l'Est. Pendant près de 3 mois, elle s'est rendue quotidiennement au procès, convaincue qu'il était essentiel de conserver des éléments pour tenter de comprendre les événements survenus au Rwanda. Mais qu'est-ce qui a motivé cet artiste à entreprendre cet ouvrage et que représentent les fumées? Suivi ce procès pendant 3 mois. Et au cours du procès, il y a eu un moment très intense, très difficile, où on a demandé à M. Barahira ce qu'il avait fait dans la journée du 13 avril. Et à ce moment-là, il dit « J'étais dans mon jardin et j'ai vu au loin des fumées. » Et ces fumées, il a dit, ce sont des fumées de gens que je vois au loin et qui font la cuisine. Alors qu'on sait pertinemment que l'église avait été mitraillée, qu'il y avait énormément de bruit, que ça n'échappait à personne. Et lui n'a rien vu, n'a rien entendu, et il a pu imaginer que ça ne pouvait être que des fumées pour faire de la cuisine. Je pense que j'ai eu la chance de pouvoir justement avoir une forme de distance possible avec ces dessins et aussi l'idée que finalement c'était une façon aussi de représenter, donc présenter à nouveau ou permettre une présentation a posteriori à tous ceux qui n'ont pas pu assister à ces procès et dont les enregistrements ne sont pas accessibles. Et donc c'était un peu la position de passeuse qui m'intéressait. Pouvez-vous nous lire un petit extrait du livre? Comme ça, les gens auront une petite idée du contenu de ces livres. Alors, je vais vous lire le verdict de la présidente, donc tout à la fin du procès de ces 3 mois. Monsieur Barahira et Monsieur Genzi, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. La Cour va vous donner connaissance des décisions qu'elle vient de prendre. Après avoir délibéré en commun et voté en secret dans les conditions prévues à l'article 322 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury ont répondu de la façon suivante aux questions qui lui ont été posées. Pour chacun d'entre vous, concernant la question du génocide, la Cour a répondu « oui » à la majorité de 8 voix au moins. Pour chacun d'entre vous, aux questions concernant les crimes contre l'humanité, la Cour a répondu « oui » à la majorité de 8 voix au moins. En conséquence de quoi, vu les articles 211.1, 212.1, 213.1, 2 et 5 du Code pénal et suivant en vigueur au 1er mars 1994, la Cour, à la majorité qualifiée, condamne Octavien Genzi
à la peine de réclusion criminelle à perpétuité. La Cour, à la même majorité, à la majorité qualifiée, condamne Tito Bahaira à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. Lors de cette rencontre littéraire, Natacha Nezik a interprété le contenu de son livre à travers une lecture performance, en compagnie des 6 jeunes artistes rwandais du centre Iriba. Pour ce jeune, ces illustrations servent de témoignage pour les générations futures. Je trouve ça comme un patrimoine qu'on ne peut pas ignorer. Normalement, le génocide, c'est un patrimoine, c'est un héritage que les adultes nous ont légué, nous les jeunes, si je peux me permettre de dire comme ça, qu'on ne peut pas échapper coûte que coûte. Alors, cette transmission de cet héritage, cette transmission de ce patrimoine, ça s'avère nécessaire pour la jeune génération. Parce que demain, c'est eux qui vont prendre en main ou qui vont prendre en charge tout ce qui est patrimoine ou tout ce qui est l'histoire du Rwanda. Même si l'autrice n'est pas rwandaise, mais quand même c'est notre histoire. Même si les procès sont effectués en France, ça parlait de notre histoire. Et notre histoire ne se limite pas de ce qui s'est passé ici, à des faits génocidaire en 1994, mais aussi au procès qui s'est passé ici au Rwanda, mais aussi ailleurs. Donc je voyais comme une contribution pour inciter à ma génération pour connaître aussi cette partie d'histoire du génocide. Le dessin de Natacha Nezik forme un ensemble de 5 carnets, comprenant plus de 350 dessins, reproduit intégralement dans son ouvrage, ainsi que l'ensemble de textes qu'elle a fragmentés, accompagnés des textes d'Hélène Dumas qui contextualisent ses écrits. Elle indique que ce procès est crucial, car il soulève des enjeux d'histoire, de justice et de mémoire. Cette rencontre littéraire a compris une séance de questions et des chants de tristesse pour illustrer les tensions et les émotions, suite au génocide perpétré contre les Tutsis, afin de rendre hommage à ses victimes. Charlène Furaha, pour la télévision rwandaise. À présent, page tourisme. Le secteur du tourisme ici au Rwanda vient d'enregistrer l'année dernière environ 1,4 million de visiteurs pour 620 millions de dollars de recettes par rapport à 500 millions en 2022. Le gros de cette enveloppe qui provient justement de ce secteur a été réalisé grâce aux recettes issues de la visite du parc national des volcans qui constitue l'habitat naturel des gorilles de montagne. Les détails avec Kassim Youssouf. Mukarusine Apollinari opère depuis 1 année et demie dans l'accueil et l'hébergement des touristes à Ruyenzi, en district de Kamoni. Elle indique avoir débuté son business sans avoir suffisamment d'espoir de réaliser de profits suite aux effets de la pandémie de Covid-19 auquel le secteur du tourisme a été confronté. On ne peut pas dire que la situation telle qu'elle était au début est toujours la même. Elle s'améliore de plus en plus et maintenant nous sommes en bonne posture, pas à 100%, mais ce n'est pas le moment d'être dubitatif, mais d'aller de l'avant. Le secteur du tourisme a beaucoup d'entrants évidents et notre pays a des raisons favorisant l'essor du tourisme. Primo, nous avons un pays dont la sécurité est bien assurée. L'économie de notre pays est fondée sur les services et le tourisme, tout comme le secteur hôtelier, sont inclus dans ce domaine. Notre pays a supprimé le visa d'entrée, ce qui favorise l'arrivée de beaucoup de personnes dans le pays et c'est là un autre facteur. Les prestataires de services en rapport avec le tourisme sont satisfaits de la manière par laquelle les choses reviennent à la normale et par conséquent la relance de ce secteur, surtout que les statistiques des organes concernés révèlent que comparativement à la période antérieure à la pandémie de Covid-19, les recettes issues du tourisme ont augmenté de 24%. Compte tenu des efforts qui y ont été fournis,
et les gains réalisés en 2023, cela nous interpelle à fournir davantage d'efforts comme on nous le demande. Cela nous invite à élargir nos activités et nous envisageons d'agrandir l'année prochaine notre hôtel avec de nouvelles salles, d'une piscine et beaucoup d'autres atouts permettant que des touristes viennent et qu'ils soient satisfaits, tout simplement afin que nous ne soyons pas un obstacle aux efforts que le bon leadership du pays a fournis. Le rapport de l'Agence rwandaise de développement RDB révèle que le Rwanda a accueilli l'année dernière environ 1,4 million de visiteurs pour 620 millions de dollars provenant des services en relation avec le tourisme, alors qu'en 2022, ces recettes ont été d'environ 500 millions de dollars, soit une augmentation de 36%. La direction générale de la Chambre du tourisme à la Fédération rwandaise du secteur privé indique que cette situation donne l'espoir que la relance de l'économie du pays se poursuit normalement en s'appuyant sur les services de tourisme. Il est évident que notre tourisme se développe de plus en plus et qu'il y a beaucoup d'opportunités, notamment d'emploi et différentes autres, pour que les gens puissent voir comment exploiter les opportunités favorisant l'entrée de beaucoup de personnes, ce qui fait que des sommes importantes entrent dans les caisses de Rwandair notamment, et cela montre que dans l'avenir, il y a l'espoir que notre tourisme sera en très bonne posture. En 2023, le Rwanda a hébergé des conférences et environ 160 autres activités irrelatives telles que des loisirs qui ont rassemblé 65 000 participants, occasionnant 95 millions de dollars par rapport à 62 millions de recettes en 2022. Seulement 2% des personnes ont visité les gorilles de montagne et les recettes qu'elles ont occasionnées ont été de 30% de toutes les recettes réalisées par les services de tourisme. Cette augmentation du nombre de touristes et l'essor du tourisme rwandais en général entraîne d'autres bénéfices au secteur privé un peu partout sur le territoire national parce que son commerce est de plus en plus actif. L'essor des services en rapport avec le tourisme est parmi les facteurs qui favorisent l'octroi d'emplois dans ce secteur. L'augmentation de la quantité de ce que ces services ont besoin de la part d'autres opérateurs économiques, ce qui par ailleurs contribue à l'augmentation de nouveaux emplois non fondés sur l'agriculture, surtout que la terre arable se fait de plus en plus rare, suite surtout aux activités de construction qui ne cessent de se multiplier. Et par ces images que nous clôturons cette grande édition. Mais avant de vous dire au revoir, je vous souhaite une excellente journée demain dédiée à la fête du travail, à célébrer chaque 1er mai. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.